Alright, bienvenue sur le 694 Podcast. Max, 6e épisode. 6e épisode, welcome back. Comment tu te sens, lui? Eh ben écoute, de mieux en mieux, mais néanmoins quand même un petit peu le sentiment du syndrome de l'imposteur par rapport au titre de ce podcast aujourd'hui. Pourquoi devrions-nous tous courir ? Étant donné que je ne cours pas, ben oui, je me sens pas super légitime pour le moment. Non, mais t'as quand même beaucoup d'expérience. Hein. J'ai un petit peu d'expérience, mais voilà, super impatient en tout cas de pouvoir développer de ce sujet qui nous passionne, toi comme moi. Et ouais. On l'a déjà dit plusieurs fois, hein, le run, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qu'on a rencontrée il y a quelques années. Ouais, on va être romantique aujourd'hui, les gars. Ouais. Ça va être un romance. Essayons d'être le plus romancé possible. Ouais, non, mais avec tous les sujets qu'on a déjà traités, on n'a pas vraiment encore investigué de façon très très profonde sur le run en tant que tel. Ouais. Donc je pense que c'était un épisode qui devait se faire. Et avec les 20 km de Bruxelles qui arrivent ici très prochainement, on se devait de parler du run. Ouais, parce que finalement, c'est quand même c'est ce qui nous accompagne un peu tous les jours. Donc, ça fait partie de notre quotidien. On va pas dire que c'est une identité, parce que si on disait que le run faisait entièrement partie de notre identité quelque part, c'est un peu une connotation négative. Ouais. Si on se fixe uniquement là-dessus. Ouais, ça veut dire qu'on se catégorise comme étant juste runner. Et que si le run n'est plus, on n'est plus. On n'est plus, et c'est ce que j'avais partagé récemment dans une story aussi. Donc, ouais, on va pouvoir en parler, je pense, un peu aujourd'hui. Yes. Si je vais te poser cette question en te disant que quand tu as commencé le run et que tu as été régulier officiellement sur le run, comment tu mettrais tes apprentissages, tes erreurs peut-être que tu as fait à l'époque, et remets-nous un petit peu de contexte sur le moment où tu te rappelles que c'était quelque chose que tu as mis pleinement dans ton quotidien. Ouais. Alors là, on peut, on fait toujours un petit peu ce retour en arrière sur pas mal de podcasts. On va le refaire encore une fois aujourd'hui. Et même chose, je te la poserai juste après parce que je suis curieux de ta première expérience avec le run. Si je dois un petit peu me replonger, je pense que j'ai commencé le run en 2022, été 2022. Pourquoi ? J'ai une amie, Heini, si tu écoutes cet épisode, c'est grâce à toi. Je me suis mis au run, exact. Donc tu la connais. Et je me suis mis au run grâce à elle. Elle m'a lancé l'idée de faire un triathlon. Ah oui, j'avais cette idée avec mon beau-frère. On voulait se lancer sur un triathlon. Et j'ai commencé cette prépa avec elle. Et j'ai couru mon tout premier kilomètre. Donc, chose que je n'avais jamais couru de ma vie auparavant. Si ce n'est que, oui, tu as les cours de gym où tu es un peu obligé de courir. Et j'avais comme cette envie de pouvoir le faire, mais dans les années un peu plus go muscu, on va dire ça, c'était pas encore mis au goût du jour. Par toi-même, c'était la première fois que tu décidais d'aller courir. Ouais, premier kilomètre. Donc tu t'en souviens bien, quoi. Premier kilomètre et des crampes. Une fois n'est pas coutume, j'ai crampé au premier kilomètre et je m'en souviens, c'était extra, mais les sensations qu'on pouvait éprouver, jamais de ma vie je me serais dit, ok, je vais en faire une routine. Jamais. Ah, ça, je savais pas, quoi. Ouais. Les crampes t'accompagnent depuis le premier kilomètre. Et j'ai des vidéos, parfois encore, je les regarde et c'était hallucinant. Tu pesais combien à l'époque ? À l'époque, j'étais quand même beaucoup plus lourd que maintenant. Je pense que je devais être, au moment où j'ai commencé ça, je pense que je devais être aux alentours des 90 kilos. Ah, donc quand même presque un petit 10 kilos en plus. Ouais, un 10 kilos de différence. Donc, donc vraiment, tu vois, pour te dire, j'avais une composition qui était complètement différente aussi. Mais donc, ouais, premier kilomètre de run. Et je pense un petit peu comme pour tout ce qu'on entreprend. À partir du moment où on entreprend quelque chose, ben, on le lâche plus beaucoup. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Bah, du coup, ce premier kilomètre, c'était déjà dans l'optique de mettre cet objectif dans le calendrier. Il y avait un objectif. Il y avait un premier objectif. Je pense que sans avoir un objectif comme celui-là, j'aurais pas spécialement démarré le run. Mais donc oui, cet objectif de pouvoir se dire, il fallait que je tienne sur le triathlon. À l'époque, c'était un format olympique, donc il fallait que je tienne à un 10 km. Okay. Donc j'ai commencé à courir et en gros, ce que je faisais, c'est que pratiquement tous les jours ou tous les 2-3 jours, j'essayais de battre mon record sur un 5 km, tu vois. Ouais, c'est vrai, comme pour moi aussi, le 5K, c'était un peu la référence. C'était la référence, tu sais, on est aux alentours des 30 minutes. Ah ouais. Et au début, je pense que je passais ça en 35, 40 minutes. Et chaque fois que je repassais sur ce run, je disais, OK, je veux descendre, jusqu'à ce que j'arrive à plus ou moins trouver ce 30 minutes.
Et puis maintenant, oui, on va dire si on a 30 minutes sur un 5K, ben évidemment, on n'est pas spécialement les plus contents, mais Pas des plus performants. pas les plus performants, mais voilà, c'est pour te mettre un petit peu de contexte. Et oui, depuis, ça a été une accumulation d'expériences et de tests, d'erreurs. Et on va probablement en parler en long et en large aujourd'hui. Ah, donc le triathlon a été l'élément déclencheur, quoi. L'élément déclencheur. Et dans ton cas? J'ai dû courir et apprendre déjà à mettre une certaine rigueur, principalement quand j'ai commencé l'université. Ouais. Cours, parce qu'il y avait des cours imposés. Parce que j'avais des cours d'endurance, c'était pas forcément pendant toute l'année, mais par exemple peut-être pendant le premier quadri, il y avait une période où on allait autour du lac de Louvain-Neuve et on devait avoir ce cours-là. Et je me rappelle que j'étais pas dégueu, que j'étais pas bon, ça c'est sûr, parce qu'au final j'avais pas une exposition en aérobie très régulière à ce moment-là. C'était encore fort à l'époque aussi, plus body, il n'y avait pas encore de fonctionnel ni quoi que ce soit, parce que ça a été vraiment la première année d'université que j'ai investigué un peu plus dans le crossfit, dans le bodybuilding fonctionnel avec Marcus Filly et tout ça. Mais c'était un peu le moment où je devais courir, et donc ça a été un peu une obligation, mais je me rappelle que c'était pas non plus un poids. Ouais. Tu vois, j'ai commencé à apprécier, je pense, le run à ce moment-là. Il y avait les cours d'athlé aussi, tu vois, donc on était sur la piste. On était à chaque fois ensemble pour faire ces cours. Il y avait aussi, je me rappelle bien, un test dans le bois, justement, de Louvre, où il fallait faire quand même une bonne perf. Ouais. Il y avait quand même des temps qui étaient quand même assez demandants. Et du coup, à mon avis, j'ai dû placer quelques runs comme ça, passer par là pour l'université. Tu vois, c'était pas par plaisir d'aller courir. Il y avait tout un contexte Il y avait le autour. contexte des cours, quoi. Bon, ça, je me souviens bien. Et cette passion, cet amour dont on parle tout le temps, elle est venue beaucoup plus pendant le Covid. Ça, on a déjà aussi évoqué. C'était le moment où il fallait trouver du temps pour faire autre chose que juste s'entraîner avec son kettlebell dans le garage et avec quelques élastiques. Et du coup, par moi-même, c'est vrai que j'ai commencé à faire aussi ces 5K. C'était toujours un petit peu la distance. Tu vois, tu te dis, OK, 5K, c'est rapide. Tu sais que t'en fais un. J'étais dans un super chouette quartier à l'époque où il y avait quand même beaucoup de nature et donc c'était à chaque fois quand même sympa. C'était quand même assez vallonné, c'était pas super plat, mais je me rappelle vraiment très très bien que ce début comme ça, un petit peu de combinaison avec les entraînements de résistance que je gardais et le run que je commençais à implémenter petit à petit me plaisait. Ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment découvert qu'il y avait tout un autre monde à découvrir. Ouais, mais je pense que toi comme moi, ça nous a pris un petit temps de réaliser ça. Oui, clairement. Tu vois, je pense on commençait à courir, mais on courait pour courir. Et parce que ça nous plaisait, on avait probablement certaines sensations, mais on n'imaginait pas le run comme une compétence à développer. Non, et je pense que aussi à ce moment-là, pour toi comme pour moi, 2021, 2022, un peu le Covid, c'est aussi le moment où tout ce qui était hybrid athlete a fort explosé. Et donc, c'est vrai que je me rappelle quelque part un petit peu que les premières sources un peu d'information ou d'éducation que j'avais, c'était avec notre cher mentor Nick Baer, qui mettait du contenu forcément. Et c'est à ce moment-là où lui aussi, il a pris une grosse tournure sur le contenu qu'il développait. Et puis, petit à petit, je me suis mis un objectif. Et ce premier objectif, c'était ce premier semi-marathon. Ouais, ce qui est déjà un bel objectif, hein. Ouais. En soi. Avant ça, il y a sûrement dû avoir un petit 10K, tu vois, où je me suis rendu compte, OK, on peut courir 10K et je sais pas du tout le temps que j'ai fait sur ce premier 10K, ce serait intéressant de retrouver ce temps. Mais c'est vrai que j'ai mis cet objectif, c'était septembre 2022, j'imagine, un peu dans ces années-là, où j'ai mis dans mon planning d'entraînement 3-4 runs, qui étaient aussi à chaque fois... le jour où je m'entraînais pas forcément en résistance, c'était le jour où je faisais plus un peu de cardio, tu vois, ça s'est mis comme ça. Encore un peu les deux à ce moment. Ouais, c'était un peu cette combinaison-là. Il y avait pas encore le bi-quotidien où c'était le run le matin, puis entraînement en résistance l'après-midi, ça venait un peu plus tard. Ouais, ça, c'est ce que j'allais dire. L'exposition un peu naturelle, je pense, des choses. Mais ce premier semi-marathon, ça, c'était une expérience. C'est vrai. Ouais. Mais on a déjà eu l'occasion d'un peu en discuter. Tu m'as ça, expliqué. On va y venir, mais... Tout le but un peu de ce podcast, au final, c'est d'essayer de vous convaincre, les gars. C'est de vous convaincre que le run a une force et une puissance
qui est très très forte. Ouais. Et ça va être un peu le but de ce podcast à travers différents points, différentes thématiques, de vraiment essayer de vous convaincre que ça soit quelque chose que vous appréciez vraiment faire pour le run en tant que tel. Ouais, mais tu sais, j'ai beaucoup de frustration par rapport à ça. Parce que je pense que le nombre de personnes qui me disent je déteste courir, je sais que s'ils poussaient le process un tout petit peu plus loin, ils pourraient en apprécier énormément. Ben, je pense que c'est pousser le process, mais au final, ça doit être une décision que tu prends pour toi-même. Oui, Tu vois, ouais. enfin, je veux dire, tout le monde ne va pas accrocher Non. le run comme nous on accroche, et Ça, c'est sûr. totalement fine, tu vois. Ouais. Mais pour ressentir et pouvoir vraiment exploiter et gagner en expérience et quelque part pouvoir verbaliser un petit peu tout ce qu'on va essayer de partager aujourd'hui, il faut que ce soit quelque chose que tu as envie d'aller découvrir et de mettre au quotidien, parce que tu ressens que le run va non seulement t'apporter plein de bienfaits physiques, mais parce qu'il y a cette connotation aussi forcément de santé mentale et de tout un autre univers qui est satisfaisant. Ouais. Ouais, mais pour beaucoup de personnes, je pense qu'il doit y avoir un déclic, il doit y avoir une certaine envie personnelle, ça c'est sûr. Ouais. Mais je pense que parfois, tu dois juste peut-être forcer la chose. Et on est peut-être là comme acteur à essayer de vraiment, écoutez, on vous encourage à au moins tester et tester suffisamment longtemps que pour vraiment vous rendre compte, est-ce que oui ou non, j'aime ou j'aime pas. Oui, Si on devait s'arrêter sur notre première expérience, probablement qu'on n'aurait peut-être pas continué. Ouais, je pense que ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend ça peut dépendre beaucoup, genre même rien que le cadre dans lequel tu le fais. Où est-ce que tu habites? à fond. Si tu habites dans un endroit que tu ne supportes pas ou que tu sens que tu es complètement en insécurité quand tu sors, très compliqué d'en faire une routine. Ici, je discutais justement récemment avec le couple d'amis qu'on a été à Dubaï. Ouais. Probablement que le fait d'instaurer une routine de run quand c'est des chaleurs qui montent jusqu'à 50, beaucoup plus compliqué. Donc, tu vois, c'est des expositions et c'est vraiment l'environnement qui peut parfois jouer. La personne avec qui tu le fais, est-ce que ton entourage te soutient là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais personnellement? Est-ce que tu le fais en groupe? Énormément de facteurs. Ouais, non, c'est clair, ça joue beaucoup sur ce démarrage en fait. Ouais. Parce que s'il y a cette curiosité, s'il y a le cadre qui fait que tu as envie d'aller mettre tes chaussures, d'aller courir parce que tu sais que tu es à côté d'un parc, c'est ça. un point vert, forcément ça facilite beaucoup. Donc ça, clairement, c'est une chance qu'on a pu vivre et du coup expérimenter un peu ce démarrage parce que le cadre s'y prêtait. Mais au final, il y a cette curiosité et je pense que c'est clairement aussi le fait de pouvoir mettre un premier objectif qui va forcer la chose. Tu vas se dire, ok, ça force un petit peu. Tu vois, juste par soi-même, peut-être qu'au début, ça fait pas forcément sens, on sait pas comment s'y prendre, mais de nouveau, avoir ce target sur le calendrier, avoir cette première performance, ce premier test qui est dans le futur, va permettre naturellement de pouvoir avoir certaines choses qui se mettent en place, certains changements, et éventuellement se dire que ça va rester sur très très longtemps. C'est parce que soit tu te mets un objectif comme avoir un objectif de temps sur une distance particulière, que ce soit n'importe quelle course, soit ça peut être un objectif très louable comme juste une perte de poids, et tant que tu n'atteins pas la perte de poids que tu avais visée, tu continues à entretenir avec ce mouvement-là. Tu vois. Alors on ne dit absolument pas que le cardio est le facteur pour avoir une perte de poids uniquement, c'est pas ça qu'on dit. Non, mais par contre, j'insiste sur le fait que c'est une raison valable. Oui. C'est une raison valable. Et si l'intention première, c'est je veux perdre du poids et ça te permet de faire du cardio, alors go. Ouais, absolument. C'est la nuance d'hier. Petite nuance. Si on devait poser cette grosse question, de se dire pourquoi est-ce qu'on court? Why do we run? Quel serait le premier point que tu aurais envie de partager? Alors, on a énormément de why. On va faire très simple. Le run, l'activité la plus simple, justement, à mettre en place. C'est bien de commencer par là, ouais. Ouais, je pense que c'est bien de revenir parfois à la base et de se dire, on parle de run, ça peut être de la marche, mais on est bipède de base. Je pense qu'on va pas faire un cours de historique. Mais on est fait pour être sur nos pieds, on est fait pour marcher, on est fait pour être en extérieur. Et pourquoi pas courir? Ouais, je pense que d'un point de vue juste évolution de l'humain, le run fait partie entièrement de nos facultés, nos capacités. Depuis toujours. Depuis toujours. Quand tu dès que tu atteins un certain âge, tu vas commencer à courir, tu vas être curieux, tu vas vouloir grimper dans tous les sens. Et le run fait partie juste des automatismes de nos facultés de bouger dans l'espace. Donc quelque part,
le run fait vraiment partie de notre DNA, quoi, de notre facteur génétique. Et du coup, quand on doit penser à quel sport est-ce que je pourrais pratiquer ou quelle activité pourrait me correspondre, ben, indirectement, le run pourrait être la réponse la plus simple. Oui. Tu prends tes chaussures ou pas si tu veux courir pieds nus et tu sors. Tu sors, c'est tout. Tu mets un pied devant l'autre et tu les mets très rapidement devant l'autre et fait que finalement tu arrives à courir. C'est pour ça que le barrière d'entrée aussi est un peu minime, quoi. C'est vraiment de se dire que c'est pas une activité où il y a besoin d'avoir beaucoup de facteurs pour que ça soit une réussite. Il faut juste une paire de pompes, de jambes. Ouais, et un peu de volonté. Et un peu de volonté. Et de dire qu'après ça, on est dehors ou on est sur un tapis, peu importe. Et donc après, il n'y a plus qu'à enchaîner ces steps. Et donc, je pense que rien que cette simplicité fait que forcément, c'est accessible à beaucoup de monde. Maintenant, il va y avoir un peu toute la nuance de se dire que il y a une façon de pouvoir commencer, justement, même si c'est simple, c'est pas forcément facile. Non, c'est pas facile, mais en même temps, je pense qu'il y a eu beaucoup de complexités qui ont été mises à l'heure actuelle, de par même juste l'exposition sur les réseaux sociaux. On a un peu cette connotation aussi que le run, c'est d'office synonyme de performance. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autoriseraient pas à courir. Et on en a ici, on a des athlètes même qu'on suit qui ont cette peur de se dire, ok, mais je suis pas capable de courir encore. Mais commence par marcher. Tu vois, ça peut très bien fonctionner. Donc, je pense que revenir aussi sur le mot, ok, c'est simple, mais c'est simple aussi dans la manière de le mettre en place. Et on doit le simplifier parce que c'est pas synonyme qu'il faut absolument d'office courir à un certain pace et faire une certaine distance. Ça peut être très très simple et ça peut être de la marche. Ouais, et que c'est juste se dire qu'il faut des fois court-circuiter un petit peu la chose et se dire que faut arrêter de tout analyser, de tout essayer de comprendre en amont. C'est-à-dire que il y a un moment, il faut juste pour faire nos steps déjà, juste comme tu dis, c'est de la marche. Et puis il y a une des façons de pouvoir augmenter son nombre de steps aussi sur la journée, c'est avec la course à pied, c'est simple. Ouais, ça va plus vite. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Un petit peu de temps. Voilà, tout dépend du contexte. C'est vrai que la simplicité fait que c'est quand même intéressant et juste applicable assez rapidement. Je pense que le deuxième point qui est important d'évoquer, et ça, il y a plein d'un peu de sous-catégories, c'est que le run, c'est sain. Ouais. Healthy. Dans plein de différents domaines. Sauf si tu cours vers un fast-food. Il faut toujours nuancer la chose. dans cette catégorie de healthy, on a envie de discuter sur plusieurs domaines. Et le premier, c'est de se pencher un peu sur cette longévité. Ouais. Et ça, qu'est-ce que tu as envie de partager sur ce thème? Sur la longévité, on avait déjà exposé la notion de VO2 max, qui est vraiment, on va dire, le moteur, ou en tout cas le score de vie. Okay, vraiment pour le simplifier, il y a énormément de théories derrière. On va le simplifier. VO2 max, un peu ton score de longévité. Et le run est, on va dire, le moyen le plus simple de travailler ton endurance, ton aérobie et indirectement ta VO2 max. Donc on peut la développer de plein de façons différentes, mais à retenir que ça reste de l'aérobie, ça reste du travail d'endurance, et que travailler cette VO2 max et travailler cette aérobie via le run est probablement une des meilleures manières de pouvoir augmenter son espérance de vie. Ouais. Et ça, si on devait un peu se mettre dans un contexte où justement quelqu'un il est déjà actif, il a déjà des entraînements de résistance, il a déjà peut-être une exposition quand même sur un domaine, peut-être un petit peu même de conditioning dans ses entraînements de résistance, mais comment revenir un peu à l'essence de dire, ok, quand quelqu'un veut vraiment développer cette activité physique, et parce qu'on sait que cette activité physique va nous permettre d'améliorer notre espérance de vie, comment est-ce qu'on commence? Encore une fois, on va essayer de commencer très très simple. Très très simple. Prenons un exemple, une personne qui viendrait nous trouver. Les gars, j'ai besoin de commencer une activité, je ne sais pas par quoi. Ok, on va peut-être commencer par du run. Ou en tout cas, on va commencer par une activité en fonction de ton niveau. Est-ce qu'on commencera avec du run? Est-ce qu'on commencera avec de la marche ou de la course très lente ou de la marche très rapide? On a en interne, nous, on pratique quelques tests qui nous permettent de pouvoir juste identifier si oui ou non il y a l'aptitude à pouvoir courir ou marcher. Oui, et puis c'est de se dire aussi qu'au plus tôt on peut déjà avoir ces données,
de start un peu, au plus c'est intéressant pour pouvoir mesurer ces données et de voir une progression. Mais je pense que c'est important aussi de rappeler que pour beaucoup de personnes, commencer par marcher vite suffit. Il y aura cette possibilité de courir, mais ça prend un tout petit peu de temps parfois. Il faut l'accepter. Ouais. Donc à partir de là, une fois qu'on accepte ça, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place? Quelle quantité est-ce que l'athlète est capable de pouvoir tolérer dans sa semaine, de par sa charge de travail, de par tout son contexte environnemental, social? À partir de là, on peut commencer à établir un plan qui suit une certaine progression. Et cette progression, évidemment, elle va suivre un plan qui soit accordé avec ses besoins. Ouais. C'est que, juste avant de record, tu parlais du fait que pour ressentir qu'il y a déjà une progression sur cette VO2 max, on parlait de 3 heures d'exposition par semaine. Ça, ce sera un peu aussi un goal et un target de pouvoir atteindre. Exact. En fait, pour vraiment pouvoir commencer à développer cette VO2 max, on va estimer qu'il faudrait environ 3 heures de travail d'aérobie. On ne parle pas encore de répartition de charge, d'intensité, de volume. On parle juste de 3 heures, qui serait un petit peu la base minimum pour commencer à ressentir des vrais effets bénéfiques. En dessous de ça, il y a des effets bénéfiques. De par juste l'exposition à ce stimulus-là, on pourrait très bien commencer avec 3 fois 20 minutes. Et tu sais, moi, à quel point je suis très partisan du principe d'avoir vraiment une daily dose et que je mets beaucoup plus d'importance sur la fréquence que sur le volume. Ouais. Donc, même si vous courez tous les jours 15 minutes, je préfère tous les jours 15 minutes que 3 fois 30 minutes. Ouais, parce que ça permet aussi de développer cette régularité et d'avoir cette exposition qui est peut-être un peu plus fréquente. Il y a ça, il y a cette exposition qui soit mécanique. Il y a aussi, je pense, ce rapport mental de juste s'identifier en tant que coureur, un minimum. Le fait de pouvoir courir tous les jours, même si c'est très peu, tu renforces un peu ce caractère de se dire « Ok, je cours ». Et le lendemain, je cours encore, et je cours encore, et je cours encore. Et quand on est toujours un peu dans ce pôle un peu de longévité, forcément, on sait que le run a beaucoup d'impact. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore l'habitude de pouvoir absorber ces impacts, on parle de la santé de leurs tendons articulaires. Pour toi, tu restes convaincu que c'est quand même plus intéressant de pouvoir mettre plus de fréquences souvent que de mettre peut-être plus de volume avec des journées de récup entre. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et tu pourrais même programmer pour un athlète d'avoir 2 fois 15 minutes dans la journée plutôt qu'un seul bloc de 30. Juste de par la capacité à pouvoir tolérer à l'heure actuelle les impacts. Ouais, et ça me fait penser aussi qu'il y a une autre règle, c'est-à-dire qu'au plus l'objectif déjà au départ est petit, au plus tu vas avoir déjà tendance à le faire et te dire qu'une fois que tu es lancé, il y a aussi beaucoup de chances que tu vas peut-être même faire plus que ce qui est programmé au début. Après, voilà, quand on programme quelque chose, il faut respecter le coach. J'allais dire, ça dépend aussi un peu le caractère des athlètes parce qu'on en a. Si tu leur programmes 30 minutes, ils vont s'arrêter à 30 minutes. T'en as, tu vas leur programmer 30 minutes, ils vont passer à 40 minutes. T'en as, et tu vas leur proposer entre 30 et 45 minutes. Ils vont soit prendre la fourchette minimum, soit la maximum. Donc, il y a ceux qui veulent suivre le plan à la lettre, et puis tu as ceux qui débordent un petit peu, et c'est OK. Et puis, tu as ceux qui font en général le minimum, et c'est OK aussi, mais tu sais que ceux-là, tu peux un peu les pousser de temps en temps. C'est vrai. Du coup, tu vois, mettre ça à chaque fois, ça permet de mettre cette routine aussi en place et de se dire, comme tu dis, que ça fait partie plus rapidement en fait un peu de son quotidien parce qu'il y a cette exposition qui est plus fréquente. Et donc pour revenir après au volume qu'on pourrait préconiser pour vraiment avoir ces adaptations, on parle d'un minimum de 3 heures, on parle d'une fourchette qui soit idéale pour vraiment développer des grosses qualités aux alentours des 8 heures d'exposition par semaine. Donc là, on parle vraiment juste d'aérobie. Encore une fois, c'est vraiment juste le fait du travail cardiaque. Et qu'au-delà des 14 heures, on commence à avoir un petit peu un déclin. Donc au-delà de 14 heures, ce qui est déjà un volume très conséquent, parce qu'on parle de vraiment 14 heures juste d'aérobie, on est déjà dans des volumes très élevés, probablement chez les athlètes élites. Voilà, je ne vous encourage pas à devoir aller chercher 14 heures. Vous savez que vous passez la barre des 3 heures, c'est déjà plus que bien. Et puis de niveau, c'est une fois que ce volume tolérable est bien assimilé et qu'on sait que la personne peut tolérer ça et que justement d'un point de vue impact et tout, il n'y a pas ces signaux de blessures, de périostite. Moi, c'est vrai que revient un peu dans les premières expositions, c'est la seule réelle blessure que j'ai eue. C'est quelque part que j'ai bien fait les choses. Moi, du coup, par rapport à ce début, c'est vrai que moi, j'ai plus opté pour garder mes entraînements de résistance et comme j'ai dit un peu plus tôt, d'avoir un run sur 2, tu vois, à chaque fois de pouvoir mettre ça.
Mais ça fonctionne bien parce que finalement, on en revient un peu au sport hybride, c'est de se dire, tu travailles une qualité, tu en développes une autre sur une autre journée et ça fonctionne. Ouais, tout va dépendre un peu aussi du bagage de la personne et de comment est-ce qu'elle va répartir les choses. Il y a différentes manières, Ouais. mais moi j'aime bien cette idée de mettre la fréquence parce qu'il y a aussi cette connotation d'habitude Ouais. et le fait de mettre ça vraiment dans son calendrier, quoi. Oui, je pense qu'encore une fois, imaginons si tu préconises à un athlète de courir 2 fois dans la semaine, ça veut dire qu'il court une première fois et il n'y a pas d'exposition avant probablement 5 jours. À partir de ce moment-là, pendant 5 jours, tu cours pas, comment est-ce que tu veux même avoir cette habitude qui se crée? Ouais. C'était quoi encore le taux de blessure pour les participants qui commencent à mettre le run un peu dans le quotidien? Ouais, on est environ pour des amateurs, on est environ sur 30%. Donc, Ouais, donc c'est quand une même- personne sur 3 qui démarre le run et qui se blesse. Donc c'est un fact. Ouais, et le problème, c'est que cette personne-là, probablement qu'elle recommencera pas. Donc, Ouais. t'as une personne sur 3, une personne sur 3, il y en a qui vont juste se soigner et qui vont comprendre qu'ils ont fait des erreurs, mais t'en as simplement qui vont se dire, OK, le run, c'est peut-être pas pour moi, ils vont abandonner. C'est vrai qu'il y a un paradoxe entre la simplicité d'entrée, Ouais, tu vois, mais te dire en même temps que c'est une activité où le taux de blessure est haut. ouais. Donc il y a quand même toute une stratégie et une bonne réflexion à avoir de comment est-ce qu'on introduit ça, quoi. Mais c'est ça, en fait, tout le monde sait courir, mais très peu de gens s'entraînent à courir. Ouais. Et tu vois, et c'est de se dire, OK, mais le run, c'est une compétence à devoir développer. C'est un skill. Et ouais, c'est un skill et on l'oublie, je pense que quand on court, ce sont des impacts sur le corps. Beaucoup. À chaque foulée, on absorbe 2-3 fois le poids de corps en fonction de la vitesse. Sur des sprints, ça peut monter bien plus haut, mais vous absorbez chaque fois 2 à 3 fois votre poids du corps sur un run, on va dire simple. Mhm. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a le corps qui a besoin de pouvoir encaisser ces répétitions, qui a besoin de pouvoir encaisser chaque fois ces chocs. Et quel est le meilleur moyen que de pouvoir arriver à encaisser ça? C'est de par l'entraînement. L'entraînement en run, c'est d'une chose, mais l'entraînement en renforcement pour pouvoir apprendre à ce corps à pouvoir juste encaisser, restituer l'énergie sur des milliers de cycles, on a besoin de renfort. J'allais y venir. Ouais. Il fallait placer les Il entraînements fallait passer, résistants de quelque part. bon, écoute, on est quand même coach, c'est notre business. Et comprendre ça, non, mais je pense que les gens savent. Ouais. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était méconnu ou que c'était mystérieux. On sait que le run a beaucoup d'impact, que le risque de blessure est élevé, mais Tout le monde le sait. la barrière aussi, Ouais. la façon plutôt de pouvoir éviter un maximum ces blessures et d'être découragé et d'être dans ce cercle vicieux à chaque fois Mhm. de blessures, c'est d'avoir cette exposition en renforcement musculaire Ouais. qui est continue. Aussi, de pouvoir intégrer un peu de pliométrie aussi au quotidien. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit pas prendre beaucoup de temps, mais cette exposition continue aussi à de la plio va être intéressant pour encaisser et de pouvoir apprendre à mieux gérer cette absorption d'énergie. Donc ça, c'est aussi important. Mais, Ouais, sur le renfort, on peut aller très très loin et Ouais, on pourrait vraiment détailler énormément de choses. Je pense qu'ici, il y a à retenir simplement que le renforcement, en tout cas le travail, soit de force, soit comme tu l'as dit, de pliométrie, qui est de la force extensive, on travaille simplement sur le fait de rendre le corps plus raide. Ouais. Raideur, qui peut avoir beaucoup de connotations un peu négatives. fais attention aux mots que tu vas utiliser. Oui, c'est pour ça que j'essaie de réfléchir avant de parler. Mais non, on parle de raideur et on parle surtout de raideur tendineuse. Mhm. Et on a besoin d'être raide au niveau des tendons pour pouvoir restituer cette énergie. Et on a l'impression que non, et que d'être raide, si t'es raide, du coup, tu sais pas bouger. Imaginez simplement le principe d'un ressort. Si ton ressort est tout mou, il va rien restituer du tout parce qu'il va venir juste s'écraser. À partir du moment où tu arrives à avoir un ressort qui tient bien en place, qui est capable de pouvoir encaisser et qui peut pouvoir restituer, là, tu as quelque chose, tu as une course à pied qui devient économe. Plus de renfort, plus de plio, on pense au ressort et on est good to go. Un autre point sur la santé que le run procure, forcément, c'est aussi l'aspect communautaire. Ouais. Avec cette exposition et le fait que les compétitions, les semi-marathons, les marathons, que tout ça prend une ampleur maintenant à chaque année de plus en plus importante. Je pense que c'est cette
cette capacité, ou on va pas parler de capacité, cette envie de découvrir le run est naturellement plus importante qu'elle était auparavant. Parce que c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus accessible, beaucoup plus fun aussi, parce que plus de monde le fait. Donc ouais, j'étais curieux d'avoir un peu ton approche, parce que tous les deux, on a commencé le run plutôt solo. Ouais, très solo. Et je changerais ça pour rien au monde. Voilà, donc il y a aussi un peu cette discussion où, pour beaucoup de gens, l'aspect de s'entraîner ensemble est super important. Ouais. Et ça aide à avoir cette camaraderie, à avoir un peu cette légèreté aussi de pression peut-être que les gens peuvent se faire quand c'est solo. Mais clairement, je pense que si d'un individu à un autre, ben ça c'est les traits de caractère, c'est les traits de personnalité. On est deux grands introvertis. Le run pour nous a été une porte d'entrée pour passer plus de temps avec soi. Avec soi-même, seul. Et d'avoir du coup un peu tous ces bienfaits aussi positifs du run qu'on va parler après. Mais en même temps, c'est pas pour autant qu'on va négliger ces entraînements qu'on pourrait avoir avec clairement. d'autres personnes. On parle des social runs maintenant qui, depuis le Covid, sont en rise, continuent dans toutes les grandes villes, qui apportent, je pense, beaucoup de bonnes choses. Mais d'un côté aussi, on sait que pour développer justement ce skill du run, il faut pas se leurrer, tout le monde sait que la majorité des runs qu'ils vont faire seront solo. Mais oui, et le problème encore une fois, c'est que si tu devais... Imaginons que tu cours tous les jours, parce que tu dois courir tous les jours, parce que tu dois t'exposer à ce stimulus-là. Mais si tu veux le faire tout le temps en communauté, c'est pas possible. Tu sais pas avoir... Ou alors tu dois t'inscrire dans tous les run clubs de Bruxelles. Et chaque jour, potentiellement, tu peux trouver et ton plan. Tu vas faire beaucoup de rencontres. Mais à partir du moment où tu veux t'exposer à ce stimulus, est-ce que tu n'as pas le choix que de moment de le faire seul? Alors oui, tu peux le faire probablement... Tu peux le faire peut-être même avec ton chien, si t'en as un, et ça peut déjà être une certaine compagnie. J'en connais qui le font et c'est déjà extra pour eux. Tu peux peut-être le faire juste avec ton compagnon, tu peux le faire avec ton meilleur ami, ça fonctionne. Mais tu peux pas te dire de te réunir tout le temps en community. Et après, on n'est pas là du tout pour cracher sur ce genre de groupe parce que, évidemment, on comprend à 100%. Et encore une fois, je pense que si c'est un levier qui permet de pouvoir juste lancer certaines personnes qui pourraient se dire non, j'ai pas envie de courir tout seul ou je sais pas trop comment faire et que par où commencer, ok, je vais m'inscrire dans un social run, il y a des runs qui sont proposés, il y a des paces qui sont proposés, ok, go, j'y vais et c'est super bien. Et ça peut être un élément déclencheur pour pouvoir sur la suite arriver à pouvoir créer cette routine là. Mais ouais, je pense que quand tu reviens à quelques années en arrière, des social runs, t'en avais pas. Non. Et alors que maintenant, c'est devenu presque le nouveau club de rencontre. Hein. Ouais. Si tu veux rencontrer quelqu'un, tu vas dans un social run. C'est toute une discussion aussi. C'est par rapport justement à ces traits de personnalité. On sait naturellement que ça va être en général quand même des personnes qui vont être plus extraverties et qui vont avoir besoin justement d'avoir ce contact social et que c'est fun et que on passe du temps et tout. Nous, forcément, on a plus une approche où on ne veut pas que les personnes soient dépendantes à ces run clubs. Tu vois, qu'on puisse prendre ses choix et cette envie d'aller courir par soi-même, cette autonomie. Mais en même temps, on sait que l'aspect social du groupe est super important. On est des créatures sociales, même si on est des gros introvertis. Et pour donner un peu la définition introverti-extraverti, on en a déjà discuté une fois, je pense, quand on était sur un run. Il y a certaines personnes, des introvertis, se rechargent en étant seuls, là où les extravertis se rechargent en étant accompagnés. Il n'y a rien de plus simple pour le définir. Et on en avait discuté quand on était sur un run, je pense que c'était au bois de la Cambre. On était sur un run où on avait organisé notre propre community run. C'est vrai. Et on s'était dit, en vrai, nous, ça nous déchargeait. C'est vrai qu'on l'a pas fait beaucoup. Non, on était occupé à se décharger nos batteries, le fait de courir en masse. C'est de courir en masse et c'était toute l'organisation qui allait aussi, le fait d'avoir un meeting point, de devoir attendre les gens qui sont pas forcément à l'heure. J'étais peut-être en retard. Sûrement. Mais oui, et même, ok, c'est vrai que le fait d'être dans un groupe, tu vas terminer ton run. Si c'est fixé, c'est 10 km, c'est 10 km. Mais ne pas avoir non plus le choix de se dire, si j'ai envie d'aller plus loin, je vais plus loin. Si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Peut-être que le fait de t'arrêter, c'était le bon moment parce que aller chercher le kilomètre en plus avec le groupe, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Donc,
Voilà. Mais après, encore une fois, on comprend et en vrai, on a organisé nos propres. Ouais, mais tu te rappelles aussi qu'on voulait faire en sorte que ces community run, il y a à chaque fois c'est intitulé No Chit Chat. Ouais. Ouais. Explique un petit peu notre run club. Ouais, c'est vrai que quand on était dans cette première prep pour les Rocks, ouais. C'était le moment où on faisait encore beaucoup de runs à haute intensité sur piste. Mm-hmm. Et donc justement, on a voulu mettre en place ce 694 collectif, qu'il est toujours d'ailleurs. On porte le t-shirt. On n'a plus pour l'instant en tout cas une fréquence et une régularité où on va se rassembler parce que d'un point de vue calendrier, ça se mettait pas pour le moment. Mais c'est vrai que notre envie était de créer cette camaraderie. Et on voulait le faire avec des personnes qui venaient pour s'entraîner et pas forcément pour discuter. Non. Et tu vois, et donc on a utilisé un petit peu ça, et c'est de se dire que les runs qu'on faisait étaient le vendredi matin à 6h30, voire même 6h, parce qu'on savait que la barrière d'entrée de niveau, ça allait être sélectif pour certaines personnes. En mettant à 6h du mat sur une piste, et vraiment, je pense que si on arrivait à vous décrire un peu l'état parfois de la piste, ou l'état dans lequel on arrivait à 6h du matin, parce que évidemment, c'était pas en été, non, c'était en hiver. La piste était soit enneigée, soit verglacée, soit on se prenait de la pluie. C'était rude. Oui, c'était très rude. Et de nouveau, pour dire à quel point ces entraînements comme ça, ensemble, ont aussi une force et un impact qui est fort, c'est cette énergie, tu vois, qui est créée comme ça quand il y a un but commun et quand il y a des personnes qui sont avec les mêmes valeurs et avec la même envie, pas forcément de performance, mais de juste s'entraîner. Oui, s'entraîner, se dépasser. Ça crée vraiment une énergie folle et c'était super chouette de pouvoir l'avoir. Et je pense qu'au quotidien, tout le monde devrait avoir cette exposition minimale avec quelqu'un d'autre, avec un groupe, tu vois, avec d'autres personnes pour ressentir que, certes, on sait qu'on ne peut pas s'entraîner tout le temps avec tout le monde, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas le même planning. Plein de différents facteurs, pas la même salle, mais essayer quand même d'avoir de temps en temps à chaque fois ces entraînements avec d'autres personnes, ça crée des liens, ça forge de nouvelles amitiés, et quand tu partages cette difficulté, cet entraînement, tu vois, ce challenge avec une autre personne, ça rapproche de fou. Ouais, ça c'est sûr, certain. Et ça, tu sais pas le faire quand t'es solo. Forcément, quand tu t'entraînes solo, il y a plein d'autres bienfaits aussi. Mais ça, c'est vrai que c'est super important. Parce que de nouveau, on a des créatures qui sont sociales et qu'on a besoin d'être avec d'autres personnes. Ouais. Et ici, si on veut reprendre encore un peu cette montée du run, même si on compare, parce qu'on l'a expérimenté plusieurs fois sur les 20 km de Bruxelles, on en parle parce que c'est bientôt. Mais on a vu aussi une grosse augmentation du nombre de participants. Ouais, c'est fou. C'est pas pour rien. Je pense qu'on est passé, l'année passée, on est passé à presque 50 000 de participants. Ouais, c'est dingue. Donc ça, c'est là qu'on voit que le run a pris un tout autre tournant pour le moment. Et aussi, ce que j'avais vu comme information, c'était la répartition des tranches d'âge qu'on va retrouver, par exemple, maintenant sur des 20 km ou sur des semis ou sur des marathons. Tu sais, là, à l'époque, les marathons, c'était un petit peu... Ok, t'as fait tes armes sur des 5, sur des 10 km. Le marathon était réservé vraiment... C'était vraiment un truc de... J'ai pas envie de dire un truc de vieux, mais c'était vraiment... Il fallait de l'expérience, tu vois. C'était des gens qui avaient de la bouteille, c'était des gens qui avaient déjà couru beaucoup dans leur vie. Et on retrouvait des gars entre 40 et 45 ans. Je pense que c'était vraiment là où on retrouvait la plus grosse densité. Et ici, j'ai vu récemment les chiffres sur marathon où la plus grosse tranche qui a connu le plus grande augmentation, c'est la génération Z. Ouais. Donc, c'est vraiment les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Ouais. Et maintenant, le nombre de personnes, de participants, ok, mais qui à 20 ans courait un marathon avant ? Ouais, c'est vrai. Alors que maintenant, tu as l'impression que c'est coutume. Genre, tu ouvres Instagram, tu vois que tout le monde court. Ok, à 20 ans, je pense que franchement, on serait ado à l'heure actuelle. Probablement qu'on courrait, c'est sûr. Oui, c'est tout cet engouement, et même chose avec les réseaux sociaux, tout se partage beaucoup plus, donc l'influence est plus grande, quoi. Non, c'est clair. Mais il y a des points positifs, ça, on peut pas le nier, mais non, encore une fois, je pense qu'on doit être dans cette approche-là, on doit être très progressif
Et c'est ça qui va un petit peu l'idée aussi, un peu plus de blessures. Donc, il faut toujours faire attention, le fait d'avoir quand même un plan. Ouais, et puis c'est de niveau, c'est-à-dire que aussi, c'est vrai que ce 20K, tant qu'on est un peu sur ce sujet 20 km de Bruxelles, pour beaucoup de personnes, c'est quand même un milestone. Ouais. C'est quand même un big step. Et c'est vrai que quand j'ai débuté, ce premier 20K, cette première compétition que j'ai fait, c'est big deal. Ouais. Tu vois, c'était vraiment... et c'est pour ça que je m'en souviens si bien, parce que c'était un gros challenge, non seulement pour la distance, mais parce que je voulais déjà bien faire les choses et que j'avais déjà mis quand même un certain pace et un target, je sais plus, je me sens que c'était... je voulais faire un sub 1h25. Ça, je me rappelle, ça c'était un peu c'était le target. C'était le target à ce moment-là. Mais quand tu passes cette distance et que tu veux vraiment bien faire les choses, tu t'en souviens de ces courses. Ouais. Tu vois, Elle te marque. Hein. C'est marquant. Comme genre, il faisait super beau. J'avais demandé à mes potes d'être là, ma mère qui était là, qui arrivait en retard d'ailleurs. Elle n'était pas là pour le finish line, bien triste. Mais j'ai payé le resto après. C'était golden. Quoi. Ouais. C'était gros event. Mais je me rappelle vraiment très très fort parce que ça m'avait procuré, tu vois, une joie, une satisfaction, une confiance comme ça parce que j'avais complété l'objectif et j'avais tout donné. Ouais. Et ça, c'est un message qu'on voulait aussi partager avec vous aujourd'hui. C'est de se dire que les 20K, c'est quelque chose que beaucoup de Bruxellois vont réaliser, même de Belges, je pense, peut-être même des périodes étrangers qui veulent faire cet événement parce qu'il est big. Mais on a envie de quand même aussi pousser sur cette envie de dépassement. Je pense que beaucoup de gens se disent « Ok, c'est le 20K, ça arrive, je vais participer ». C'est une participation. Alors que même pour un 20K de niveau, on peut se dire qu'on va aller chercher un challenge. Après, je pense que ce qu'il y a, c'est que aussi, et c'est pour ça qu'ils ont bien fait les choses, c'est que c'est un 20K, c'est pas un semi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas cette connotation non plus de course. C'est une course en tant que telle, mais ça reste un event. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et le problème, c'est que du coup, quand on parle juste d'un event, ok, tu prends un dossard juste pour le fun parce que ta boîte t'offre le dossard et on le fait. Et ok, fun, on peut une fois faire un run tous ensemble. Mais nous, on est là aujourd'hui pour vous dire que ça peut potentiellement être l'occasion de pouvoir aller chercher peut-être ces quelques premiers steps dans le monde du run, de pouvoir expérimenter certaines choses, de pouvoir pas y prendre plaisir dès le départ, mais de pouvoir en tout cas essayer. Je pense que ça vaut la peine de le tenter et de faire vos erreurs parce que vous allez en faire. Mais vous allez croiser beaucoup de gens aussi. Ouais. Parce que maintenant, le taux de participation, comme tu as dit, est super élevé. Ouais. Mais voilà, tout ça entre parenthèses, c'est qu'il y a une participation, il y a le dossard, mais il peut aussi y avoir une envie d'aller chercher un peu plus que juste terminer ces 20 km. Ouais, et on pourrait aussi terminer, ou je sais pas si on terminera là-dessus, mais ce que le run peut t'apporter au-delà même de juste tous les avantages physiques, tous les avantages un peu psychologiques, on en a parlé. Il y a le fait que le run te permet d'explorer. Et ici, c'est pour remettre un petit peu de contexte. Par exemple, le fait de partir en vacances, le fait de pouvoir découvrir quelque chose de différent, ne pas oublier que le run te permet tout ça. Oui, souvent. Et c'est-à-dire que quand ça fait partie aussi de son quotidien, c'est la première chose que tu as envie de faire. C'est que quand tu es dans une nouvelle ville, quand tu es dans un nouvel environnement, tu vas utiliser tes jambes. Ouais, c'est un moyen de locomotion. C'est un moyen de locomotion, clairement. Comme un autre. Ouais. Bon, maintenant, il y a les trottinettes électriques et ça, évidemment, c'est très sympa aussi. Mais ça reste un moyen de pouvoir explorer. Encore une fois, que vous le fassiez à pied ou que vous le fassiez en courant pour pouvoir explorer un petit peu plus. Mais je me souviens, il y a des villes qu'on a visitées, des pays qu'on a visités où mais le fait de courir m'a permis d'aller expérimenter des réveils qu'une personne qui n'aurait pas couru n'aurait jamais pu le faire. Ouais, non, c'est sûr. Mais je me souviens, c'était en Croatie et j'avais expérimenté un lever de soleil mais incroyable, tout seul dans une montagne et je reviens le matin, je pense que je reviens, il était 7h du mat'. Mais tu as déjà l'impression d'avoir fait quelque chose de dingue, mais sans avoir cette possibilité de courir, j'aurais pas pu le faire. Non, parce que non seulement tu découvres une nouvelle ville, tu découvres un nouvel environnement, mais en plus de ça, de nouveau, c'est bien que tu le mentionnes, tu expérimentes ces sensations qui peuvent être expérimentées, je vais pas dire presque avec le run, mais en tout cas
Si, non, vachement tu avec peux le le run. dire, tu peux le dire. Et là, maintenant, étant blessé et en ne courant plus depuis maintenant 3 mois, Tu le ressens fort. je le ressens fort. Je ressens en fait que il me manque quelque chose. Ouais. Il me manque vraiment des moments de simplicité où je peux juste courir et tu sais, c'est vraiment un moyen de s'évader. Ouais. De toute pensée, parce que tu t'es vraiment, et tu le sais, toi et moi, c'est un peu nos moments de création aussi. C'est vraiment le moment où finalement, il n'y a encore rien, le monde est encore un peu à l'arrêt, tout le monde dort, t'es tout seul, t'as le bruit de tes steps, t'as un peu le bruit de ton environnement qui commence à se réveiller doucement. On vous avait dit qu'on allait être romantique, hein, les Ouais. gars, c'est mélodieux maintenant. Ouais, t'as tes petits oiseaux qui chantent, quoi. Et non, et c'est vraiment, c'est des moments où tu peux ressentir, tu sais, on parle de l'état de flow un peu. L'état de flow, et avec le run, c'est aussi fort le runner's high. Ouais. Il y a toujours aussi le fait d'expérimenter ça avec la marche, mais en même temps, la marche, c'est plus soft, c'est plus calme, c'est plus lent. Ouais, avec le run, c'est différent. pour moi, pour ressentir cet état-là, il faut qu'il y ait une certaine demande. Mhm. Ouais, c'est un challenge Il aussi. faut qu'il y ait une demande cardiaque. Mhm. Il faut qu'il y ait une certaine élévation de ce Ouais, cardio. Je suis d'accord. Parce que sinon, oui, si t'es sur de la marche, bien sûr, c'est très reposant et ça peut faire énormément de bien, mais il faut qu'il y ait un petit peu ce dépassement de soi. Ouais. Et tu vois, et à l'heure actuelle, je me réveille le matin, je peux pas me dire, je vais sur le vélo, je vais sur le bike. C'est pas la même chose, c'est pas la même sensation. Ah non, je suis totalement d'accord. Tandis que sur le run, tu peux te dire, ok, je pars 45 minutes parce que tu sais que 45 minutes, mais ils vont changer ta journée. Dès le début, quoi. Dès le début. Si je me dis, je me lève et directement, je vais 45 minutes sur le vélo, non. Alors là, non, c'est pas vraiment satisfaisant. pas du tout. Non, clairement. Et ça, c'est vraiment bien que t'en parles parce que j'ai tellement de souvenirs de justement ces matins et de pouvoir ressentir comme ça vraiment cette énergie et cette. Ouais. Mais on ne dit pas qu'on va le ressentir tous les matins. Il y a des matins où ça va être dur. Non. Mais tous les matins, finalement, quand tu termines, tu as quand même cette satisfaction. Et ça, elle est identique tous les jours. Oui. Oui, et forcément, en fonction du niveau de l'environnement dans lequel vous êtes, c'est clair que ça peut pas être expérimenté tout le temps. Non. Mais je pense que si le fait de pouvoir faire son run dès tôt le matin, Ouais. ça, c'est un sujet qu'on voulait forcément aborder avec vous aujourd'hui. Et le AM run, il peut être à 6h30, il peut être à 6h, peut-être 5h30. Ouais. Et je vous encourage à le faire à 5h. Avant 7 heures. Parce que à cette période-là, le monde n'est Dort. pas encore réveillé. Ouais. Le monde dort. Et le fait... Moi aussi. Et toi aussi, madame, parce que tu peux plus le faire. Parce que sinon, tu seras en train de courir aussi. mais il y a juste cette énergie comme ça. Ouais. Il y a pas vraiment de mots pour le dire de plénitude et un peu de bonheur que tu peux expérimenter parce que t'es face à toi-même. Comme tu dis, il y a les bruits de step. Il y a juste cette solitude qu'on peut expérimenter aussi. Alors, même chose, nous, on le ressent très fort parce que c'est comme ça. Oui. C'est avec le biais du run qu'il y a deux activités que vous allez pouvoir le faire. Mais ces souvenirs que j'ai aussi, c'était à l'époque encore de Genappe où en été, tu commences ton run, il fait encore un peu noir, bonne température, il n'y a pas trop de vent. Et puis, tu arrives et tu as ce lever de soleil qui arrive plein dans les yeux avec cette lumière. Mais c'est juste, c'est dingue. Tu vois, c'est fantastique comme expérience. Tu vois, tout le monde devrait pouvoir expérimenter ça. Ouais. Et donc, de nouveau, là, on parle comme si on était dans un rêve. Mais non, c'est ce qu'on expérimente. Ah oui, et probablement que vous pouvez vous dire, mais ils sont fous. mais je pense que tant que ça c'est pas vécu, même chose. Est-ce que vous êtes en pleine ville, c'est plus compliqué d'avoir un lever de soleil. Si on a la campagne, c'est déjà un peu plus simple. Donc tout ça, forcément, ça joue beaucoup. Mais tant que c'est pas expérimenté, de niveau, faut pas d'office avoir un lever de soleil. Mais c'est vrai que si on pouvait se réveiller tous les jours, commencer son run quand il fait noir et avoir le lever de soleil, ce serait juste dingue. Le coucher de soleil, c'est pas pareil. Coucher de soleil, c'est beau aussi. Hein. Ouais, mais tu termines dans le noir. C'est l'inverse. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Et puis de nouveau, c'est que l'impact que bouger son corps comme ça dès le matin, dès le réveil, a sur vous, ça a non seulement un impact physique super positif, mais c'est un impact qui va être partagé avec tout le monde autour de vous. Ouais. Ça, c'est profond, tu vois, c'est vraiment de se dire que toutes ces endorphines qui sont sécrétées, toutes ces différentes hormones
grâce à ces 45 minutes, 1 heure, peu importe la distance, peu importe le temps que vous faites sur le run, vous revenez chez vous, vous êtes une meilleure personne. Ouais. Et ça va se propager, ça va se partager avec vos collègues, avec les personnes que vous allez rencontrer. Vous êtes dès le début de votre journée mieux dans votre peau, vous vous sentez mieux. Et ça, de niveau, on peut le négliger, mais c'est super fort. Parce que ça, c'est pas... vous allez pas forcément pouvoir mesurer ça, mais ça a un impact. Parce que les gens vont pouvoir ressentir que vous êtes en forme, ça va être contagieux, vous allez partager des choses. Et donc ça, c'est clairement quelque chose qui est plus difficilement perceptible quand on court aussi à une autre heure. Quand le monde est déjà réveillé, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose parce qu'il y a déjà plus de bruit, il y a plus de monde. Donc ce moment qu'on peut avoir pour soi comme ça et qui est partagé avec le run, c'est vraiment très très fort. Parce qu'au final, c'est un peu la dimension aussi de mental health, tu vois, que le run aborde. On n'a pas encore vraiment beaucoup parlé, mais il y a toutes ces bonnes choses. On parle de clarté, on parle de meilleure régulation d'humeur, on parle de confiance en soi. Tu vois, c'est toutes ces choses comme ça qui sont vraiment très très fortes, et qu'au plus on peut être exposé à ça, au plus on peut ressentir ça. Et pour avoir fait quand même plusieurs types d'activités différentes, encore une fois, on en revient sur le fait que pour moi, il n'y a que le run qui permet de ressentir ce genre de choses. Est-ce que c'est de par le fait que ça soit justement une activité très simple, qui permet de mettre en place, qui demande finalement très peu d'engagement mental dans la tâche en elle-même? Je ne sais pas si j'ai pas la réponse à ça, mais tu ressens pas la même chose quand tu termines un entraînement de résistance. Non, c'est deux sensations. C'est différent. Tu as un autre sentiment, tu as un sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir vraiment travaillé sur ton corps et de te sentir peut-être plus robuste à ce moment-là, mais tu ressens pas ces bienfaits aussi importants, qui fait que tu commences ta journée, ou en tout cas que tu sens que tu es la personne que tu dois être. Et on l'expérimente très souvent, toi et moi. Si on est fin de journée et qu'on n'a pas eu de mouvement, un peu comme maintenant, pour moi, dans mon cas, c'est de la frustration. Il me manque quelque chose pour être moi-même. Et je le dis souvent à Marie, genre, si tu veux que je sois le meilleur mari, le meilleur papa, le meilleur amant, le meilleur fils, le meilleur tout ce que tu veux, j'ai besoin d'avoir ce mouvement, j'ai besoin d'avoir ce run matinal. Ouais. Parce qu'il y a toutes ces bonnes choses qui en découlent. Oui, parce que sinon, je le fais, là, alors actuellement, je le fais à 21h, mais alors je suis juste bien à 21h. Fin de journée, quand tout est déjà passé. Quand tout le monde, c'est pas la même chose. Mais ça veut dire toute la journée, je n'ai pas été moi-même. Ouais. Tout ça, c'est très subjectif. Hein. Tout le monde va expérimenter ça un peu différemment, et je sais pas s'il y a d'études qui peuvent mettre vraiment des données précises, tu vois, sur... Je sais pas du tout. Sur comment on sent, mood regulation et toutes ces choses à mesurer. Ça reste subjectif, donc c'est vous qui allez pouvoir l'internaliser, le ressentir, le comprendre, et ça, c'est en le faisant, quoi. Ouais. Un autre point, toujours dans cette discussion de pourquoi est-ce qu'on run, c'est aussi le plan un peu de ressentir qu'avec le run, on sait voir son progrès. Ouais, c'est très tangible. C'est très tangible. C'est aussi un peu comme l'Aerox maintenant, tu vois, avec ce Rise pour l'instant, qui fonctionne majoritairement, je pense, parce que c'est là, tu vois, tu sais voir que tu peux t'améliorer parce que c'est mesurable. Ouais, il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Tu fais un semi-marathon une année, tu sais que le semi-marathon sera là l'année prochaine dans ta ville. Ben, c'est à chaque fois des targets que tu peux faire et il va pas y avoir d'éléments qui vont changer. La route sera la même. Bon, certes, il peut y avoir d'autres conditions, mais on peut mesurer son progrès d'année en année, et ça, forcément, c'est aussi quelque chose qui est super intéressant. Oui, c'est ça. C'est se dire que vraiment la course, elle récompense la consistance. Ce qu'il y a, c'est que ça ment pas. C'est-à-dire que si sur une année, tu t'es pas entraîné ou t'as pas été consistant dans la manière dont tu implémentais ton activité, il va pas y avoir spécialement d'amélioration. Ouais, à fond. Et donc ça nous force aussi à se dire, ok, dans un an, si je suis consistant, ok, même si ça va être très très lent, même si les adaptations sont lentes, mais il y en aura. Ouais.
mais ça te force à devoir être très consistant et ouais. Et puis, je pense que tout le monde aussi qui a déjà fait sa première course peut ressentir que l'ambition comme ça et l'envie d'aller chercher plus après est super notable aussi. Et que cette progression, tu vois, elle est, ça se fait naturellement. Tu fais ton premier 20K. Si tu vas grand, tu vas passer sur le mi-marathon. Ou tu passes, sur le marathon, pardon. Pas le semi, parce que c'est seulement un kilomètre de plus. Je vous encourage à avoir chaque fois un petit peu plus. C'est une petite ambition, mais d'1 kilomètre. Mais directement, c'est le marathon, parce que tu sais que ça va d'office être beaucoup plus challengeant. Et donc, c'est un processus qui est naturel et qui se fait ressentir aussi très fort parce que il y a cette accroche. Ouais. Je connais très peu de personnes qui vont expérimenter une bonne course et qui vont pas avoir cette envie, ou même une mauvaise course, et qui vont pas avoir cette envie de se dire, d'office, je suis là l'année prochaine. Ouais. Ils seront là. Ouais. Ils seront là parce qu'on est fait pour vouloir avoir un peu ces points d'amélioration. Et ici, encore, je peux prendre un exemple, même en tant que débutant. Tu vois, des débutants, c'est une erreur qu'on peut voir très souvent, mais c'est toujours cette volonté d'aller chercher plus. 1 kilomètre en plus, 2 kilomètres en plus. Et le problème, c'est qu'en tant que débutant, on est très rapidement à se dire « Ok, je vais aller chercher mon premier 10K ». Ça prend du temps de construire. C'est vrai. Et ici, j'ai l'exemple en tête de ma sœur avec qui on a commencé à courir. Donc, j'ai introduit un peu au monde du run. Et je pense qu'après 2 semaines, on avait commencé, on court 2 km, 3 km. Et c'est cette idée de se dire que chaque semaine, il faut d'office progresser d'1 kilomètre, de 2 kilomètres. Non, tu vois. Ouais. Donc oui, c'est une bonne chose de se dire, on se met un objectif, j'ai fait une course, l'année prochaine, je serai là, c'est dans 1 an. Ne faites pas l'erreur non plus d'avoir trop d'ambition dès le départ. Ouais. Et ça, c'est bien que tu l'apportes parce que ça revient aussi sur l'aspect de programmation. Ouais. Et que là, maintenant, actuellement, avec toutes ces compétitions, c'est très, très facile aussi d'utiliser l'intelligence artificielle maintenant, qui est forcément pleinement dans nos quotidiens et on peut avoir de très, très bons plans. Ouais, au final, surtout le run, tu vois, parce que c'est tellement... c'est très schématique. C'est simple à mettre en place. C'est simple à mettre en place. Tu sais évoluer, c'est progressif. Tu as des semaines d'évolution, tu as des semaines où tu diminues un petit peu le volume. Mais ce qui manque avec ça, forcément, c'est le support et c'est trouver à chaque fois ce juste milieu pour vous. Un plan qui est généré par ChatGPT, comme beaucoup de gens, à mon avis, ont déjà pu tester. Mais il ne va pas y avoir ces régulations, il ne va pas y avoir ce support que tu peux avoir avec quelqu'un. Ça ne prend pas l'athlète dans son contexte. Non, et du coup, ça peut être très, très évolutif, mais cette évolution n'est pas forcément adaptée par rapport à l'expérience de la personne. C'est peut-être too much, c'est peut-être pas assez. Il y a plein de différentes petites choses, et puis ça ne prend pas en compte cette régulation au quotidien, jour après jour. Et surtout parce que le problème de chat, c'est que tu vas pas tout lui dire. Tu vas pas lui envoyer un message le matin, j'ai pas très bien dormi, qu'est-ce que je fais? Non. Tu vas pas lui dire je viens de rompre avec ma copine, qu'est-ce que je fais? Panique. Oui, panique à bord. Mais alors que nous, et là c'est pas pour nous vendre, mais le fait d'avoir un plan, c'est une chose. Le fait d'avoir quelqu'un qui vient un petit peu tirer les rênes, ou en tout cas guider l'athlète, ça en est une autre. Et dans une prépa de run, encore une fois, ça peut être très très simple, mais c'est très complexe aussi de la manière dont on peut vraiment réguler cette préparation-là. D'où l'importance d'avoir un coach. Ouais. Ben oui, parce que regarde, on en a parlé, mais tu peux prendre une progression sur un plan en général. On va dire un plan qui va nous prendre 12 semaines, peut-être 16 semaines. Généralement, c'est le genre de programmation qu'on va essayer de mettre avec un athlète, qu'il soit expérimenté ou pas, ça va dépendre un petit peu. Mais quand on écrit pour un athlète, on n'écrit pas déjà les 16 semaines. On sait où on veut aller, on sait potentiellement l'objectif qu'il va falloir aller chercher à la fin, mais on ne peut pas écrire déjà ces 16 semaines-là. Donc si vous demandez à chat, ok, écris-moi un plan sur 16 semaines, mais dans ces 16 semaines, c'est sûr, la vie fait que vous n'allez pas avoir une vie aussi linéaire que ce que chat va vous proposer. Ah, à fond. Donc non, ça peut fonctionner, c'est simple, oui, on vous l'accorde, c'est très simple, mais maintenant c'est ce suivi, c'est cette gestion de la charge de chaque athlète en fonction de ton contexte. Ouais, à fond. Cette progressivité, quoi. Ouais. Et là, peut-être le petit mot pour la fin, slow down. Slow down. Ça, c'est une analogie à faire avec un peu notre quotidien, dans le monde dans lequel on est, de dire qu'on est
on est des personnes ambitieuses, on a besoin de travailler toujours plus, on prend moins de vacances, on prend moins de temps pour soi. Le run, il y a ce parallèle comme ça qui est intéressant de pouvoir le dézoomer, de pouvoir s'en rendre compte, c'est que pour être un bon runner, pour être rapide, pour pouvoir couvrir de longues distances, pour être juste efficace, pour être économe, il y a forcément la pratique qui est derrière, mais chaque bon runner sait qu'il faut pouvoir ralentir au début et de pouvoir apprécier ces runs qui sont pas forcément rapides, tu vois, et que du coup, une fois que tu as compris ce principe et que c'est ancré et que tu sais que tu vas avoir cette répartition qui est gérée sur ta semaine et que tu vas apprécier ces slow runs et ces runs en zone 2, ces runs fondamentaux, ben il y a aussi ce parallèle qui se fait sur notre quotidien, tu vois, de se dire que malgré qu'on est toujours impacté par ces distractions, note bien qu'il faut apprendre justement à gérer ces distractions et de pouvoir avoir un environnement dans lequel on fait ce qu'on doit faire sans pour autant être submergé par ce chaos et par ces éléments perturbateurs qui viennent à chaque fois dans notre quotidien. Il faut pouvoir trouver ces moments dans nos journées, dans nos semaines, pour ralentir, pour apprécier ces moments off. Et ça, c'est un très très bon rappel pour moi, je pense comme pour toi aussi, étant donné qu'on a des personnes qui sont souvent submergées par la charge de travail et qu'on décide de faire plein de choses, plein de bonnes choses, plein de projets. Mais clairement, c'est une bataille qui continue et ça, on peut parler d'équilibre, on peut parler de plein de choses. Mais je pense qu'une fois que tu as cet ancrage comme ça avec le run, ça permet de justement revenir à chaque fois sur cette notion qu'il faut apprendre à slow down, à apprécier justement ces petits moments. Et donc, si vous avez cette habitude de pouvoir avoir ce run tout le matin et que vous savez que c'est ancré dans votre quotidien et que vous l'avez pour vous, ça permet de se rendre compte qu'on en a besoin au quotidien. Oui, et là on parle vraiment le fait de ralentir pour arriver à déconnecter un petit peu de tout ce chaos. Il y a le fait de ralentir simplement parce que physiologiquement ou mécaniquement il y a besoin. Donc vraiment cette gestion même de l'intensité. Il y a une phrase que keep your high, keep your slow, c'est ce que je répète très souvent. Donc vraiment cette capacité, quand vous avez de la haute intensité, vous allez le chercher. Quand ça doit être lent. Mais appréciez vraiment le fait que ça soit lent parce que c'est probablement la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre corps, pour votre mental. Parce qu'il n'y a rien à faire. Le fait d'être engagé dans une session intense, oui, sur le moment, ça fait du bien, mais ça a un coût. Et le fait de pouvoir vraiment ralentir, mentalement, tout devient plus clair. Et quand on dit ralentir, c'est vraiment ralentir. C'est vraiment, on donne des repères, mais allez, sur un slow run, qu'est-ce qu'on aime bien dire ? Il y a, pour vous donner un peu plus de contexte, il y a le talk test. Ta capacité à pouvoir parler sans que ton interlocuteur puisse savoir que tu es occupé à courir. Donc ça, c'est appeler qui vous voulez, mais appeler ou chanter et essayer de pouvoir tenir un couplet entier. Le sentiment de se sentir pratiquement plus frais quand vous terminez le run que quand vous l'avez commencé. C'est un très bon repère. Et encore, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vraiment posez-vous la question à la fin de votre slow run. Est-ce que je suis plus frais en arrivant chez moi que quand je suis parti? Généralement, la réponse est non. Souvent. Après, c'est slow run, c'est aussi de se dire que c'est un effort qui est dans le spectre de l'endurance fondamentale. Oui. Tu vois, mais slow, au final, c'est cette capacité à ralentir et à comprendre qu'on a besoin d'avoir ces runs qui sont plus lents, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes lent. Tu vois, l'objectif aussi, c'est de dire que... Mais tu peux faire un slow run à du 4:30. Voilà, c'est ça. Oui, ça peut être... Parce que le niveau, par rapport à son niveau de fitness, vous avez acquis cette compétence et que le run d'endurance qui est lent, entre guillemets, pour sa tête, voilà. C'est bien que tu mettes la nuance. Quand on dit slow, c'est pas pour autant qu'il faut d'office, si vous avez la capacité de courir un slow rapide, faites-le. Oui, ça c'est bien parce que c'est aussi une grosse différence, et on va clôturer là-dessus, entre un run en zone 1 et en zone 2. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des runs récup, ou qui sont vraiment là pour tous ces processus de récupération qui se mettent en place grâce au mouvement et par tous les nutriments qui sont délivrés dans votre corps quand vous faites cette activité physique qui est vraiment récupératrice. Et puis il y a les runs fondamentaux en zone 2 on l'appelle les slow runs,
mais qui sont dans un bon spectre, dans une bonne zone cardiaque. On peut vite aussi tomber un peu dans le piège, de dire que quand c'est un slow run, entre un zone 1 ou un zone 2, il n'y a pas une différence, alors que non, il y en a une. Il y en a une. Ouais. Un peu du mécanique de course, économie et tout ça. Ouais. Est-ce qu'on vous a convaincu? Écoute, j'espère qu'on a romancé assez la chose. On a parlé de beaucoup de choses sur ce run. Je pense que vous avez compris que cette passion est présente et on espère vraiment que à travers ces points, ça peut évoquer des petites lumières, des petites étincelles et que vous aussi, vous puissiez ressentir un petit peu tout ce qu'on ressent au quotidien et que vous avez juste tiré pas mal de bonnes informations de cette conversation, quoi. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de recourir. Mais pour l'instant, tu peux pas. Je suis convaincu. Ça arrive. Merci pour votre écoute. Et comme toujours, we will be the standard. Together. See you guys. See you.